après ce que j'ai entendu, lu, je suis à la fois ému et enthousiasmé. Et quand un professeur qui m'a précédé ici, et d'autres ailleurs ont parlé de créativité, j'ai pensé à une phrase d'Antoine de Saint-Exupéry qui raconte que dans un train qui transporte des enfants réfugiés, parce qu'il y avait déjà à l'époque, avant la guerre des réfugiés, pas seulement maintenant, des enfants réfugiés de la guerre d'Espagne. Et ces enfants, on les emportait vers des mines du Nord, où ils allaient être tout de suite employés à travailler sans avoir subi d'éducation. Et regardant ces visages d'enfants, Saint-Exupéry dit « Il y a là tant de petits Mozart assassinés ». Je pense que cette phrase est très profonde. Il y a une créativité naturelle, une créativité poétique, une créativité multiple chez l'enfant, et cette créativité, souvent, au lieu de lui permettre de s'exprimer, il y a tout un système éducatif qui travaille au contraire à le prosaïser, à enlever cette qualité poétique pour l'intégrer dans les différents compartiments de la vie sociale adulte. Or, ici, et ceux qui animent ce florilège sont absolument exemplaires de la mission de ce qu'on appelle les humanités. Les humanités, c'est la littérature, c'est la poésie, c'est les arts, c'est la philosophie. C'est toutes ces choses-là qui apparemment n'ont aucun but pratique, technique, mais qui sont des nourritures fondamentales pour la qualité de nos vies. Car dans ma conception, la vie est bipolarisée entre un pôle qu'on peut appeler le pôle prosaïque, des choses que nous sommes obligés de faire par obligation sans aucun plaisir, et le pôle poétique qui est celui de l'effusion, de la ferveur, de la tendresse, de l'amour, de l'émerveillement, et effectivement d'écriture. Il y a quelque chose de poétique car il nous donne cette émotion poétique, cette émotion esthétique. Alors, ce qui est intéressant, je crois, c'est de se rappeler que non seulement l'enfant et l'adolescent sont naturellement poètes et que c'est une chose qu'il faut laisser cultiver en eux, au lieu d'essayer au contraire d'inhiber, comme de même que l'enfant est naturellement philosophe. C'est Frédéric Lenoir qui a fait récemment un livre et même un film pour montrer que les grandes questions, qui sommes-nous, que faisons-nous, pourquoi sommes-nous nés, qu'est-ce que la société, quel est le but de la vie, pourquoi le monde, toutes ces questions, les enfants se le posent, et puis après, on les amène à les oublier pour ne penser plus qu'à oublier leur destin d'être humain, d'être vivant, et pour les intégrer dans une tâche spécialisée. Or, cet émerveillement, cet étonnement, c'est celui des philosophes. D'ailleurs, on disait dans l'Antiquité, la philosophie est née de l'étonnement. Donc, voilà des choses que je suis tellement heureux de voir sauvegardées et cultivées par tous les enseignants qui participent au florilège. Alors, ce potentiel créatif, effectivement, vous le permettez de s'exprimer. Et vous, par là même, votre enseignement n'est pas un enseignement de domestication, mais au contraire qui permet l'autonomisation
inspiration. Et je pense que c'est ça qui est extrêmement important. Alors maintenant, j'en viens à une chose pour un peu expliquer pourquoi j'ai employé le mot chamanisme dans la préface. Voilà, je me suis souvent interrogé sur ces peintures rupestres préhistoriques qu'ont fait nos ancêtres il y a peut-être parfois 25 ou 30 000 ans, non seulement dans des grottes, mais dans des boyaux extrêmement obscurs, éclairés sans doute par des flambeaux primitifs, et ils sont faits des représentations de sangliers, de bovidés, de chevaux, d'animaux de toutes sortes, frappants de ressemblance et de réalisme, et pourtant, dans ces boyaux obscurs, ils ne pouvaient pas voir ces animaux. Bien entendu, ils connaissaient ces animaux parce qu'ils les chassaient, ils vivaient avec, mais au moment où ils les ont peints avec cette sorte de qualité, de don qu'on peut appeler la mimésis, capable de mimer par l'imitation et de guider la main qui peint pour donner la forme exacte. Et à un niveau tout à fait modeste, je dois dire que moi j'ai vécu une expérience que quand j'étais étudiant, je m'amusais beaucoup à faire des caricatures de mes amis et de mes professeurs. Et quand je faisais la caricature de tête, c'est-à-dire sans regarder la personne, c'était très ressemblant. Mais quand j'essayais de la regarder, de copier son front, son nez, je ratais tout. Ça veut dire qu'il y a cet état mystérieux j'appelle la mimésis, d'avoir en soi la capacité de recréer. Ce que font aussi des peintres capables de tête aussi de faire des portraits très ressemblants. Et alors cette qualité quand on est, parce que l'écriture, prenez qu'est-ce que c'est que l'écriture, elle a deux directions. D'un côté c'est la description de ce que l'on voit, de ce que l'on vit, et de l'autre côté c'est l'imagination qui vous laisse porter et inventer des rêves, des histoires, des aventures, des gens, etc. Or, pour la partie qui est la description, c'est quelque chose qui n'est pas comme une photographie, vous avez tout, non? Il faut savoir décrire la singularité, le caractère propre d'un visage, de son regard, de ses lèvres, de son sourire, de son expression, certains de ses traits. Bref, il y a quelque chose, et que par le langage, on peut réussir à condition d'être dans cet état, disons qu'on disait très justement, d'inspiration ou de créativité. C'est-à-dire on trouve les mots, on trouve les phrases qui vont exactement exprimer. Et moi je trouve que dans tous les textes que j'ai pu lire ou que j'ai pu entendre, etc., on sent très bien qu'il y a cette inspiration qui trouve les mots justes. Alors, vous êtes étonné parce que vous dites, mais c'est un second. Mais c'est une sorte de transe douce, on ne se rend même pas compte qu'on est inspiré. Et d'ailleurs, vous savez, beaucoup d'écrivains se faisaient aider dans leur inspiration. Par exemple, Balzac prenait du café sans arrêt, André Malraux prenait de la cocaïne. Enfin, bref, on prend des petits excitants, certains fument des cigarettes, mais parfois on n'a même pas besoin d'excitants. Et il y a ce don qui fait qu'à ce moment-là, des personnages vivent, des lieux vivent, la vie, vous créez une vie secrète. Comme je l'ai dit dans ma préface, qui est extraordinaire, et c'est que une œuvre, un poème, un roman, c'est pas seulement l'auteur qui le fait, l'auteur le nourrit, mais une fois qu'il commence à exister, il a sa propre autonomie,
les personnages, ils veulent ceci et cela. C'est ce que beaucoup d'écrivains nous disent. Donc vous voyez que l'importance humaine de ce que comporte ce privilège, vous leur donnez à chacun, vous donnez la possibilité de s'exprimer. S'exprimer donc par le fait qu'on exprime sa qualité propre, sa singularité, permet aussi d'exprimer la qualité poétique de la vie qui va être quelque chose d'essentiel et qui va vous suivre toute la vie. Et s'exprimer, c'est aussi quelque chose qui libère. Vous me direz, ben oui, bon, on peut s'exprimer dans la parole, on peut s'exprimer dans la conversation, c'est absolument évident, mais il est certain qu'il y a un proverbe latin qui dit verba volent scriptam manent, je vous traduis, qui disent les paroles sont molles, les écrits restent. C'est-à-dire que quand vous vous exprimez par écrit, il y a une marque qui va rester. Vous pouvez vous redire, vous pouvez le faire dire aux autres, vous pouvez le garder et le montrer quelques années plus tard. Autrement dit, vous êtes exprimé, mais et en même temps, vous avez la satisfaction d'avoir trouvé des expressions justes qui correspondent à ce que vous vouliez dire. Et je dirais aussi, par le fait même que ces œuvres soient maintenant lues, publiées, etc., vous entrez dans quelque chose qui est tellement important pour les êtres humains qui sont des êtres sociaux, communiquer. Vous savez que c'est très difficile, bien entendu, ce qu'on appelle la vraie communication, c'est-à-dire celle qui permet de se comprendre l'un l'autre, d'avoir quelque chose une relation, je dirais, subjective, affective, sensible, et pas seulement des informations qu'on vous donne et où il faut apprendre par cœur. Et là, on peut communiquer sa propre personnalité, on peut communiquer ce qu'on est soi-même, on peut essayer de se faire comprendre et on peut commencer à être compris. Alors, vous voyez à quel point cela est important et du point de vue de la créativité, on est un auteur. Pour être auteur, il ne suffit pas d'être publié et de signer à la comité du livre dès que l'on commence à écrire. Alors vous me direz, oui, mais parfois, je suis l'auteur d'un texte et puis très peu de gens le liront ou peut-être personne. Mais vous savez, c'est vrai, mais on écrit aussi pour soi, pour s'exprimer, pour quelques-uns. Bien entendu, les écrivains qui se font publier, ils écrivent un peu un principe pour tous et pour personne, comme disait Nietzsche, mais écrire, c'est quelque chose de très important. Donc, voilà, c'est une façon d'exister d'une façon non prosaïque dans le monde dans lequel on est. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes dans un monde où la prose nous envahit, où toute une machinerie se met en marche pour bien vous intégrer, comme vous normaliser, vous devenir un rouage au sein de la grande machine, et on va vous connaître par des sondages d'opinion, des statistiques, de taux de PIB et autres critères extérieurs. Mais si vous sauvegardez en vous ce que vous avez vous-même pu cultiver grâce aux vos activités d'auteur, d'écrivain, de poète, de dessinateur, eh bien écoutez, c'est quelque chose qui vous permettra d'affronter les grands problèmes de la vie. Et c'est mieux apprendre à vivre, c'est curieux. On croit que l'écriture nous éloigne de la vie, mais au contraire, elle nous rapproche. Et d'ailleurs, moi je sais que c'est à travers des livres que moi-même, j'ai découvert mes propres vérités que je ne connaissais pas, et que ce sont des auteurs qui me les ont apprises à moi-même quand je les ai lues.
Et c'est très, très... D'ailleurs, lecture et écriture sont inséparables. Pour écrire, il faut avoir beaucoup lu. Lire, beaucoup lire, c'est très important. D'abord parce qu'on incorpore en soi le langage. Moi, j'avais le premier prix d'orthographe parce que je lisais énormément. J'étais un enfant unique, solitaire, je lisais. Et automatiquement, je ne faisais pas les fautes d'orthographe parce que j'avais ça, c'était là aussi, c'était un quasi inconscient. C'était pas ma conscience qui me disait il ne faut pas mettre un S là, il faut mettre un X là. Non, c'était comme ça. Je le savais, je le sentais. Et donc, si vous voulez, c'est extrêmement important. Je termine parce que, écoutez, excusez-moi, j'espère que je n'ai pas été trop long. Je voudrais dire ceci, c'est que, bon, la finalité, et je pense que tout éducateur devrait l'avoir en tête, ce n'est pas seulement de donner l'esprit critique, qui est une chose absolument indispensable, mais qu'on ne peut pas limiter à l'esprit critique, c'est de donner aussi, d'entretenir l'esprit poétique, c'est de penser que la vie de celui qui va devenir adolescent puis adulte, la vie c'est quoi? C'est le sens de la vie. Au moins c'est de pouvoir s'épanouir, exprimer ses aspirations et jouir des beautés de la vie, être capable de se révolter contre ses horreurs et ses cruautés, c'est vivre intensément, c'est ne pas être un robot, une machine dans la société. Et donc, si vous voulez, cette finalité, c'est s'épanouir, mais aussi toujours au sein d'une communauté, à travers la compréhension des autres, dans un nous. S'il y a le moi-je sans le nous, on s'enferme dans l'égoïsme. Et si vous oubliez le je pour vous noyer dans le nous, vous devenez un robot qui obéissait à la foule et à la collectivité. C'est les deux choses ensemble qu'il faut unir. Et alors, à travers ce que vous permet le pleurilège, qui est dans le fond de vous émanciper, qui est une machine à vous aider à vous émanciper, à vous autonomiser, à être vous-même, à mieux comprendre que vous portez en vous cette créativité et cette aptitude à vivre poétiquement, alors je crois que la grande mission de l'enseignement est faite et que nous pouvons le remercier. Merci.